Il est 18h15 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Il y a 48 ans, la grande épopée, la marche verte. 350 000 hommes et femmes se sont lancés pour la récupération de nos provinces sahariennes et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. Une marche pacifique et une étape phare dans le processus de consolidation et de construction du Maroc moderne. À La Aïoun, des dizaines de milliers d'habitants ont battu le pavé et sillonné les principales artères de la ville pour dénoncer l'attaque terroriste abjecte perpétrée contre les civils dans la ville de Smara. Menée par les chiours, les notables et les élus locaux, la marche condamne cette attaque ignoble qui a visé des civils innocents. Merzouga, sa météo idéale et ses couleurs automnales en font la destination phare des touristes en cette période de l'année. Une escapade unique au cœur du Sahara marocain qui attire en masse les touristes du monde. Immersion à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous. Le peuple marocain célèbre demain 6 novembre le 48e anniversaire de la Marche verte. Une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Un événement inscrit en lettres d'or dans les annales du Maroc. Récit de ce moment glorieux de l'histoire contemporaine du royaume avec Myriam Missi. « 5 novembre 1975, Feu Sa Majesté le roi Hassan II annonce l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire du Maroc. 350 000 hommes et femmes fouleront le sol de cette partie intégrante du territoire national, munis de la foi, de la justesse de leur cause et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Une marée humaine de marcheurs volontaires afflue de toutes les régions du royaume. Tous répondent de manière spontanée à l'appel lancé par Feu Sa Majesté le roi Hassan II. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière. Demain tu entameras ta marche. Demain tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Orchestrée d'une main de maître par Feu Sa Majesté le roi Hassan II, cette grande marche populaire patriotique a permis de hisser le 28 février 1976 le drapeau national dans le ciel de La Aïoun, ouvrant la voie à la libération des provinces du Sud et scellant le parachèvement de l'intégrité territoriale. Une épopée fondatrice de la détermination du trône et du peuple à recouvrer une partie intégrante du royaume, le Sahara marocain. Place tout de suite au décryptage de Mustafa Shemi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous le disions, demain, le Royaume célèbre le 48e anniversaire de la Marche verte. Quelle lecture en faites-vous aujourd'hui et quels enseignements peut-on tirer de cette glorieuse page de notre histoire? D'abord, ça fait 2 générations. Et la vôtre, entre autres, n'a pas connu la Marche verte. Donc c'est important de raviver cette grande page de l'histoire du Royaume. C'est le plus grand fait historique du Maroc post-indépendance. C'est un moment exceptionnel. 350 000 marcheurs, 10% de femmes de toutes les provinces du Royaume qui ont marché. Une marche pacifique. Pourquoi? Il y avait à la main le drapeau et dans l'autre main le Coran. C'est important. Donc ça, c'est des symboles qui sont forts sur lesquels il n'est pas utile d'insister. C'était aussi la réponse à un appel lancé par Feu Hassan II. Et donc un témoignage, une expression exceptionnelle de l'union, de la communion, de la symbiose, il faut bien le dire, entre le trône et le peuple marocain. Preuve que le peuple marocain est là quand le destin national est en cause. C'est une marche importante. Aussi parce que c'est un mode de règlement pacifique des conflits. Elle s'est donné un exemple d'ailleurs dans les modèles de négociation internationale.
Et puis c'est une marche qui a marqué donc le fait que le Maroc est capable d'assumer son destin debout quand il s'agit du recouvrement de son intégrité territoriale. Et pour rappel, mardi dernier, le Conseil de sécurité a prorogé pour une année le mandat de la MINURSO, soit jusqu'au 31 octobre 2024. Une fois de plus, l'instance onusienne consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour clore le différend régional autour du Sahara marocain. Professeur Simi, cet anniversaire intervient dans un contexte marqué, on le disait justement, par la prorogation du mandat de la MINURSO et la mise en avant de la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, en plus de nombreux acquis et de succès engrangés à l'international en faveur de notre première cause nationale, mais pas que, professeur Simi. La cause nationale, c'est plusieurs volets qui lui donnent sa légitimité. D'abord, qu'est-ce qui a été fait dans les provinces sahariennes depuis 1975? C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un nouveau modèle de développement. Ça a permis de faire avancer la régionalisation avancée. Il faut le rappeler. Et c'est d'ailleurs lors d'une visite dans les provinces sahariennes à Laayoune, discours du souverain du 6 novembre 2015, qu'a été lancé ce grand programme de modèle de développement du Sud. Programme important. 77 milliards de dirhams, des investissements dans tous les secteurs, agriculture, énergie, développement, pêche, etc. Donc voilà quelque chose qui est fait, qui conforte, si besoin était, ce qui a été entrepris dans les provinces sahariennes. Maintenant, l'aspect diplomatique. Le Maroc s'inscrit dans un processus onusien qui a été réitéré par les résolutions du Conseil de sécurité depuis des années. C'est quoi ce processus? C'est d'abord la prééminence du plan marocain d'autonomie qui a été présenté le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité, validé par cette même instance onusienne et qui donc, sur ce plan-là, c'est un acquis. Je note que le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport du 3 octobre dernier, a dit qu'il fallait tenir compte des acquis. Il y a aussi un format de négociation. On est arrivé à la formule des 2 tables rondes avec 4 parties, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste. Il y a eu 2 tables rondes qui se sont tenues, l'une en décembre 2018, l'autre en mars 2019, où l'Algérie était représentée par qui? Par son ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, l'Algérie refuse ce format de négociation. Et d'ailleurs, la résolution invite instamment, c'est dans le texte de la 2703, invite instamment les parties donc à retourner à ce processus de négociation, à faire montre de bonne foi, de bonne volonté. Le Maroc est tout à fait dans ce périmètre-là. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, ce n'est pas le cas du mouvement séparatiste, qui plus est refuse le cessez-le-feu et dit qu'il ne respectera plus le cessez-le-feu depuis le 20 novembre 2020, c'est-à-dire quelques jours après l'opération de normalisation du trafic à Guergueret. Donc nous sommes tout à fait à l'aise devant cette haute instance onusienne. Nous sommes dans le cadre des paramètres de négociation, du processus de négociation, et ce sont les 2 autres parties qui sont en dehors de ce processus-là. En particulier qui? L'Algérie. Le pays voisin a été cité 5 fois, et dans le rapport du secrétaire général du 3 octobre et dans cette résolution. Donc il y a là des dossiers qu'il faut régler. Enfin, il y a le problème des réfugiés. Il faudra bien, ça fait 8 ans que le Conseil de sécurité appelle instamment au recensement des réfugiés. C'est une population qui n'a pas de statut et qui n'a pas de protection diplomatique. C'est pour ça que c'est avec beaucoup de confiance et de sérénité que le Maroc fait montre de sa disposition à poursuivre ce processus onusien dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Merci professeur Simi pour ce premier éclairage. Merci aussi de rester avec nous. À Laayoune, une grande marche verte a été organisée aujourd'hui pour dénoncer l'attaque terroriste abjecte perpétrée contre les civils dans la ville de Smara, capitale spirituelle des provinces du sud du royaume. Des milliers de marcheurs ont condamné vigoureusement cette attaque, la qualifiant d'acte terroriste commis par les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Mariam El-Missi. Les explosions des Smara menacent la paix des civils, sans de les manifestants.
Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à défiler aujourd'hui dans les rues de l'Aïoun. Les habitants du chef-lieu des provinces du Sud et ses environs lèvent leur voix à l'unisson pour dénoncer l'attaque terroriste abjecte perpétrée contre leurs concitoyens dans la ville d'Esmara. Un cortège itinérant en solidarité avec les civils innocents pris pour cible de cette attaque ignoble. En violation flagrante du droit international, les manifestants en appellent à la responsabilité de la communauté internationale pour mettre un terme aux agissements du Polisario. La marche de l'Aïoun a pris fin par la lecture d'un communiqué des chiours des tribus sahraouis, un texte qui fait part de l'indignation face à cette agression contraire aux chartes et conventions internationales. Les chiours des tribus sahraouis y voient une vaine tentative des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume de parasiter et d'attenter aux efforts menés sous l'égide des Nations Unies. Révision du Code de la famille, cet immense projet sociétal franchit un nouveau palier. Cette semaine, avec le lancement de nouvelles séances d'audition d'acteurs de la société civile, invités à livrer leurs visions et leurs interrogations sur les questions sociales concernées par la révision. Des séances qui augurent d'une bonne entame de travail de cette instance en vue de mettre en application les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, conformément au référentiel et aux fondements contenus dans la lettre royale. Professeur Simi, c'est une réflexion collégiale autour d'un grand chantier sociétal. Elle se fait selon une démarche participative de plusieurs acteurs clairement mentionnés dans la lettre royale, au vu de la centralité des questions juridiques et judiciaires de la question. Oui, Pépé, peut-être est-il utile de rappeler l'historique de ce dossier. Il faut rappeler qu'à ce sujet, que c'est le Code de la famille qui a été promulgué en octobre 2004, c'est-à-dire il y a voici 19 ans, qui fait l'objet donc d'une pratique judiciaire, d'une pratique sociale. Le souverain a posé ce problème dans son discours du trône de juillet 2022. Il a invité instamment le gouvernement donc à se pencher sur la réforme du Code de la famille. Les choses ont traîné et il a fallu que le souverain revienne sur ce dossier dans une lettre qui a été envoyée au chef du gouvernement le 27 septembre dernier, donc voici une quarantaine de jours, en fixant un délai. C'est-à-dire maintenant, il ne s'agit pas de travailler, de réfléchir, il s'agit de travailler, de reprendre en main le dossier avec un délai de 6 mois. C'est-à-dire que fin mars, raisonnablement, on doit avoir un avant-projet. Je dis bien avant-projet parce qu'il doit être revu, corrigé, soumis au Parlement, etc. Bien. Alors, le souverain avait aussi relevé un certain nombre d'insuffisances et de dysfonctionnements dans la pratique et l'application de ce texte, d'où la nécessité de se pencher sur ce dossier. Et le souverain a désigné donc une commission sous la supervision du chef du gouvernement et qui comprend des magistrats, évidemment, des magistrats, qui comprend aussi... et dans les magistrats, en plus des magistrats, il y a le ministre de la Justice, évidemment, des magistrats, des hauts magistrats, le président du Conseil supérieur de la magistrature et le président du ministère public, avec d'autres partis, donc notamment le Conseil supérieur des Oulémas, le CNDH, évidemment, le ministère de la Famille et de la Solidarité, des chercheurs, etc. Donc il y a là un cadre élargi par rapport à la commission de 2003 qui avait travaillé, qui avait donné son rapport. Les auditions ont commencé, vous l'avez dit, et c'est intéressant, ce sont les associations féminines en premier qui ont été associées. Elles sont mobilisées, elles ont des dossiers, elles ont réfléchi à tout cela. Sur quoi portent les discussions essentiellement? D'abord, le fait qu'il y a des dossiers qu'il faut régler. Le problème du mariage des mineurs. C'est 15 ans, il faut arriver à 18 ans, comme tout le monde, etc. Problème aussi du partage de la tutelle. Les femmes ont le droit de garde, qui est partagé avec le mari, mais elles n'ont pas le droit de tutelle. Ce droit de tutelle doit être partagé. Il y a aussi l'idée de consolider le divorce consensuel, de donner des droits à l'enfant, de voir la possibilité pour la femme divorcée qui se remarie de pouvoir garder le droit de garde, c'est extrêmement important. Et puis, il y a tout ce qui touche les droits égalitaires de la femme au même titre que l'homme. Pourquoi?
il y a l'article 19 de la Constitution. C'est là une contrainte. Il y a une Constitution qui est en avance, qui fixe le principe, dans l'article 19, de l'égalité des droits civils, commerciaux, etc. Donc sur ce plan-là, il y a un ajustement à faire pour ce qui est de la législation, le principe d'égalité, et nous devons nous conformer aussi, pour finir, avec nos engagements pris dans le cadre des instruments internationaux. Donc voilà un travail fécond, il doit porter ses fruits. La méthode, en un mot, c'est évidemment l'ijtihad et l'inspiration du rite malikite, etc. Mais il faut qu'il y ait un effort de tous pour qu'enfin soit consacrée l'égalité genre entre hommes et femmes et la protection des enfants. Professeur Srimi, je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. De fortes rafales de vent avec chasse-poussière locale et des chutes de neige au-delà de 2400 mètres sont attendues demain et mardi dans plusieurs provinces du Royaume. C'est ce qu'annonce la météorologie nationale. De fortes rafales de vent 70 à 90 km/h avec chasse-poussière locale concerneront demain les provinces de Souera, Agadir et Daoutanen, Guelmi, Massazag et Sidi Ifni. Ce même phénomène est prévu mardi dans les provinces de Souera, Chichawa, Agadir et Daoutanen, Tantan, Guelmim, Boujdour, Layoun, Smara, Trfaya, Rachidia et Fegig. Par ailleurs, des chutes de neige allant de 10 à 25 cm au-delà de 2400 mètres d'altitude concerneront à partir de demain, 18h au mardi à 10h, les provinces d'Azelal, Midels et Tinrir. Les usagers des routes sont appelés à reporter leur déplacement en raison de ces violentes rafales de vent. Sur la façade atlantique, des vagues dangereuses de nord-ouest ont été signalées aujourd'hui à Sela et Terfaya avec des hauteurs significatives de 4 à 6 mètres et des périodes de 15 à 18 secondes. C'est ce qu'on apprend d'un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Une région où le soleil est généreux et le calme absolu, Merzouga. Au cœur du Sahara marocain, la destination est une incontournable du tourisme des dunes. La province connaît une affluence importante tout au long de l'année. Ces inconditionnels viennent des 4 coins du monde. Rachid Iken avec Maria Awad. Dès l'aube, les touristes sont là, dans un silence feutré. Ils observent quasi religieusement la danse mystique du crépuscule. Comme une mer de sable, saisissante, les dunes d'herbe Cherbi apparaissent. C'est l'attraction préférée des voyageurs de passage. Ah, ça vaut le détour de venir à Merzouga. Et de voir le lever du soleil, c'est vraiment quelque chose d'unique, même. C'est un moment important. C'est le lever de soleil ici à Merzouga sur les dunes, ou que ce soit dans la nature. C'est un moment important parce qu'il a une couleur particulière. C'est beau, c'est relaxant. Météo idéale, couleur automnale et prix plus attractif. En cette période de l'année, les touristes du monde entier affluent à Merzouga. Trekking à dos de chameau ou en quad, randonnée pédestre ou équestre, Merzouga est la promesse d'une escapade unique au monde. Les touristes que j'accompagne aujourd'hui sont en majorité espagnols. Ce sont des gens qui aiment prendre le temps de découvrir les lieux, hors des sentiers battus. En ce sens, Merzouga est une escale très appréciée car il y a des paysages époustouflants. Élu parmi les plus belles destinations au monde par le magazine américain Forbes, Merzouga est l'allégorie même de la beauté, dans tout ce qu'elle a de sacré, une teinte terracotta reconnaissable entre toutes et qui contribue à la splendeur du Maroc. Avant de nous quitter, sachez que dans quelques minutes à 19h se joue la finale allée de l'African Football League au complexe sportif Mohamed V entre le Wydad de Casablanca et l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Nous souhaitons un très bon courage aux Rouges. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.